Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 40 de Prise de vue. 40 revues. En fait, il y a plus que 40 revues de films que j'ai faites parce qu'il y a beaucoup que ça a été 2 ou 3 films. Même ça aussi, cette semaine, je vous parle de 2 films. Ça aurait été censé être l'épisode 41, mais il y en avait une fin de semaine au mois de juillet, je me trompe pas. J'étais bien trop occupé, j'étais de la péninsule acadienne, j'étais dans le sud, j'étais au Québec, j'étais partout en même temps, ça fait que j'ai pas eu le temps d'aller voir de films. Mais quand même, épisode 40, si vous êtes là à l'écouter à tous les semaines, merci, grandement apprécié. Vous êtes pas nombreux, mais juste une view pour moi, ça fait mon affaire. Ça fait que je sais pas si je vais essayer d'élever ça à un moment donné sur les sites, mais si on a du fun ensemble, pour moi, tout de suite, c'est tout ce qui compte. Puis, j'ai quand même 2 films assez intéressants à vous parler d'eux pour cette semaine, parce qu'il y avait 2 films qui m'intéressaient. Puis là, je pensais d'en aller voir un. Puis finalement, après avoir vu un, j'ai dit, pourquoi pas aller voir l'autre? Hein? Voir des films au cinéma, c'est toujours le fun. Et les films dont je vous parle cette semaine, Tron, Ares et aussi Roofman, film biographique que j'ai trouvé quand même intéressant. Mais là, on va parler premièrement pour le film Tron, Tron Ares, qui est le troisième, qui est maintenant d'une trilogie. Parce que le premier, quand même, nous date de 1982, film qui mettait en vedette Jeff Bridges dans le rôle de Kevin Flynn, génie de l'informatique qui était programmeur pour jeux vidéo, s'était fait avoir pour ses créations. Et ensuite, il avait inventé ce qu'il appelait The Grid, une place où, justement, les programmes informatiques se donnaient la chance d'évoluer, de grandir et de s'améliorer. Puis à un moment donné, il a été transféré dans cet univers-là de Grid est tenté de survivre jusqu'à temps qu'il est sorti. En tout cas, film qui était quand même assez créatif pour l'époque, aussi côté effets spéciaux, à la fine pointe de la technologie pour 1982 quand même. Mais le film a été un flop. Le film qui était, comme je disais, créatif, une bonne idée, mais mal exécuté. Il y avait pas beaucoup de développement à savoir dans quel univers qu'on vivait, parce que c'était dans le futur, c'était en 82, mais avec cette compagnie-là, Encom, qui avait vraiment une technologie futuristique, whatever, qui gardait juste pour eux autres. C'était pas clair. Puis les personnages aussi étaient pas vraiment développés. Ça fait que de ce côté-là, le film a juste raté la cible. Et on a pas mal oublié ensuite de l'univers de Tron pour ce film-là. Mais il y avait un jeu vidéo aussi. Tron à l'époque, puis ça je me rappelle des années 80 dans les arcades, aller jouer à ça, gaspiller ben des 25 cents pour jouer, puis m'améliorer, puis essayer de faire de mon mieux là-dedans. Puis par la fin, je peux vous dire que j'ai toujours été mauvais aux jeux vidéo Tron. Ça fait que ça gardait un peu le nom en vie, puis aussi le fait que Tron de 82, après un bout, une couple d'années, a eu le status de cult classique envers les fans de cinéma. Ça fait qu'en 2010, pourquoi pas aller avec Tron Legacy, avec Garrett Hedlund, acteur que vous pouvez voir présentement dans l'excellente série Tulsa King avec Sylvester Stallone sur Paramount+. Là, lui, il joue le rôle de Sam Flynn, le garçon de Kevin. Là, on apprend que Kevin Flynn est disparu. On ne sait pas trop où ce qu'il est. D'autres, évidemment, on sait qu'il est de retour dans The Grid qui a inventé. Puis ça m'a aussi Olivia Wilde, actrice qu'on a pu voir entre autres dans la série House. Puis aussi elle a fait des films et c'était là. Jeff Bridges aussi est de retour pour son rôle de Kevin Flynn. Un film mieux fait, mieux construit, mieux développé du point de vue de l'histoire. Un film qui avait été fait sur un budget de 170 millions de dollars, a fait 172 à peu près au box-office, donc ça a été encore une fois considéré comme un flop parce que les recettes au box-office, si on parle d'un montant, c'est pas le montant qui va retourner direct au studio. Si on parle de 172 millions sur 170 millions, on parle juste de 2 millions de plus, mais il faut pas oublier que là-dessus, les salles de cinéma se regardent un pourcentage. Le budget aussi inclut pas les millions de dollars que tu dépenses en publicité. Et aussi des acteurs comme Kevin Bridges, lui, rendu ce qu'il est dans sa carrière, peut pas mal se négocier le contrat qu'il veut, par exemple, dire, regarde, pour faire ce film-là, je vais te payer tel montant et aussi je veux un pourcentage sur les recettes que le film va faire au cinéma. Il y a beaucoup d'acteurs après un bout qui vont faire ça, puis les cinémas, les compagnies de production, s'ils sont désespérés pour avoir cet acteur ou actrice-là, ils vont dire OK, pas de problème. Ça fait que là, on a comme un peu oublié Tron après 2010, mais là, on est rendu avec Tron Ares, un film en partant que je lui donne... je me sens généreux d'y donner un 6.5 sur 10 pour ce film-là. J'étais le voir jeudi en avant-première.
Les avant-premières, c'est toujours le fun parce qu'habituellement, c'est pas mal rempli, puis étant donné que le monde qui est là, c'est vraiment moi qui veux voir le film un peu avant tout le monde, puis il y a de l'excitation. Puis là, c'était pas le cas. Là, c'était quand même assez vide. C'est une salle IMAX, on a une salle IMAX à Dieppe, ça fait que c'était vraiment une des motivations pour moi d'aller voir ce film-là parce que c'était un gros film à effets spéciaux et justement, côté visuel, côté effets spéciaux, Tron Ares est sur la coche incroyable. C'est solide. Point de vue, chorégraphie des combats, scènes d'action, ça aussi, il y a des bons moments. Même pour un film de 2 heures et quelques poussières, j'ai pas vraiment vu de longueur sur ce film-là. C'est un film qui est quand même un bon rythme du début à la fin. Lorsque le film perd pas mal tous ses points, puis c'est à la place le plus important selon moi pour un bon film, c'est le quasi zéro développement des personnages et quasi zéro explication dans l'univers dans lequel on vit. En partant, le film nous résume Tron 82 avec le personnage de Jeff Bridges, Kevin Flynn, qui parle justement de son invention de Grid, qui dit qu'à un moment donné, on pourra aller puis se rendre là. Après ça, là, on saute un peu sur Tron Legacy, où on parle justement de Sam Flynn, propriétaire et président de Encom, qui a quitté ses fonctions pour des raisons inconnues, puis il est comme disparu. Là, fait que, on dirait peut-être en partant, on dirait c'est comme si on veut effacer justement Tron Legacy parce que Garrett Hedlund et Olivia Wilde ne sont pas de retour pour ce film-là. Ça fait qu'on nous explique ça de façon un peu paresseuse que ces personnages-là, on sait pas trop qui c'est pas. Ils sont partis, puis ma coudon. Et là, on nous explique maintenant que une compagnie rivale à Encom de Dillinger, avec en tête le personnage joué par Evan Peters, acteur que j'aime bien gros, qu'on a vu dans X-Men, qu'on a vu aussi à la télévision dans American Horror Story. Lui, mène cette compagnie-là. Et là, on a une révolution côté, justement, de l'informatique, où non seulement là, on peut aller dans The Grid, mais on peut aller chercher des éléments qui est dans le Grid, qui est là où les programmes informatiques peuvent, comme je disais, se développer, s'améliorer, tout ça. On peut aller le chercher grâce à la genre de technologie 3D. Et le problème, donc justement, parce que le film va direct dans le vif du sujet, en allant puis, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, va nous montrer qu'il est capable d'aller chercher justement ces programmes-là et il nous présente le personnage de Ares, joué par Jared Leto, qui est le guerrier ultime. On dit que justement, lui, c'est un programme quasi parfait qui est capable de s'adapter à n'importe quoi, puis qui est indestructible. Puis si, par miracle, on arrive à le détruire, on peut en faire une réplique tout de suite en dedans de 2-3 minutes. Mais ce qu'on dit pas à l'armée à laquelle on essaie de vendre ça, c'est que le programme en tant que tel, aussitôt qu'on va les chercher à travers The Grid, vont juste rester solides où on vit, si tu veux, pendant 29 minutes avant de se désintégrer puis disparaître. Ça fait que Dillinger et Encom essayent justement de trouver la recette, à savoir comment on peut aller chercher de quoi dans The Grid et pour pas que ça se désintègre après à peu près une demi-heure. Ça fait que c'est cette course-là. Et c'est pas mal ça, l'histoire. Tout le long du film, c'est une guerre à savoir c'est qui va arriver en premier. Et encore une fois, les personnages sont sous-développés. On met certains liens de parenté avec les personnages originaux du Tron de 82, mais à part de ça, on est déjà dans le vif du sujet. Ça fait que c'est dur de d'investir émotionnellement qu'est-ce qui se passe à travers les personnages, même pour le personnage Eve Kim qui elle est avec Encom, les good guys. On apprend vite fait comme ça qu'elle avait une sœur, qu'ils étaient proches, mais elle est décédée d'une maladie. Puis là, depuis ce temps-là, elle est motivée justement à faire de Encom un succès pour elle. Mais c'est qui ces personnes-là? Ils étaient pas dans aucun des deux films. Ça fait que tu connais pas leur background. Fait que tu peux pas t'investir comme tu veux. Puis à la fin, tout ce qu'on cherche à faire, c'est d'arrêter des programmes de mourir, si tu veux. Ça fait que tu sais que c'est des machines, c'est des robots, c'est des bits, whatever whatever tu veux appeler ça. Ça fait que, il y a pas d'aspect humain qui est émotionnellement attachant à travers le film. Ça fait que tout le long, t'es comme, whatever, c'est juste un programme, tu sais, puis on donne l'impression comme, ouais, mais là, s'il delete là, on pourra plus le refaire, puis au début, t'es comme, tu viens de dire que tu peux en refaire faire des copies à l'infini. Ça fait il y a ça qui est comme tendance, ça fait émotionnellement, autant au niveau de l'histoire que des personnages, t'arrives pas à t'investir dedans parce que c'est pas assez développé. Et l'action aussi qui se passe avant, comme dans Tron, les deux premiers, c'était dans The Grid, lorsqu'il y a tous les programmes et tout ça. Mais là, c'est les programmes qui viennent dans notre réalité. Puis là, quand ça se passe, l'action se passe, comme dit dans les rues
dans la ville, puis tout ça, on dirait qu'il n'y a aucun sens d'urgence. Il n'y a personne qui semble être paniqué par ça. Juste à la fin, au troisième acte, où là, on monte un petit peu la panique, mais on dirait vraiment tout ça. Ça se passe vraiment entre ces deux compagnies-là, Encom et Dillinger, à savoir c'est qui va trouver la formule pour sortir les programmes dans The Grid et qui vont rester après 29 minutes. Ça fait qu'on dirait que, tu sais, comme, on a misé comme sur les effets spéciaux. Puis c'est pas assez. C'est là, oui, comme je dis, les effets spéciaux sont bons, sont excellents. J'ai vraiment été impressionné par le visuel du film, mais c'est pas assez. C'est après, je dis, OK, ben là, donne-moi de quoi que je peux m'accrocher à, que je peux faire ouh, ah, oh, tu sais, tu sais, de moi, une équipe que je peux cheerer, puis ça arrive pas. À un moment donné, il y a un des personnages qui est assassiné, puis t'es comme, ouais, mais tu sais, je l'ai vu dans deux scènes, puis je sais que c'est quoi le lien de parenté, mais après ça, je connais pas ce personnage-là. Tu sais, ça fait que de ce côté-là, ça a été mal exécuté, puis je pense que c'est là que Tron Ares perd beaucoup de plumes. D'ailleurs, le film qui a coûté 180 millions a juste fait à peu près 33-35 millions. Ça fait que ce film-là se regarde pour être un autre flop pour Disney. Et c'est triste parce que le film a la porte wide open pour une suite. La façon que ça finit, clairement, on a un projet pour continuer l'histoire, mais là, en même temps, tu sais, là, de 2010 à 2025, la suite, ça va être en 2040, tu sais. Oui, Jeff Bridges aussi est là, mais en même temps, c'est pas il n'y a pas un rôle, là. Il y a un cameo, et même là, c'est plus clair que ce qui est devenu dans The Grid, parce que si tu as écouté Tron Ares, j'imagine que tu as écouté Legacy puis l'original, parce que sinon tu dois être perdu pour à peu près si tu as juste voir Ares de même. Mais dans Legacy, tu sais que le personnage de Jeff Bridges est dans The Grid puis il reste là. Mais là, à un moment donné, dans son cameo, il y a comme un hologramme, ça fait il est encore en vie, c'était juste une réplique de ce qu'il était, ou ce qu'il représentait. Puis aussi, qu'est-ce qui est un peu frustrant, c'est ça, tout le long du film, on semble vouloir vraiment effacer Tron Legacy jusqu'à la fin. On se connecte directement à Tron Legacy pour finir le film. T'es comme, OK, ben là, ces événements-là, c'est-tu important? C'est-tu pas important? On a tout fait pour les ignorer pendant au-dessus de 2 heures. Puis là, la dernière scène, lorsque ça finit, t'es comme, boum, tu nous ramènes ça. C'est comme, c'est pas clair. C'est vraiment pas clair comme histoire. Ça fait une autre frustration en plus. J'ai aimé, comme je disais, encore une fois, les effets spéciaux. J'ai aimé aussi un peu l'hommage qu'on a eu à un moment donné au Tron original de 82 avec le style visuel à un moment donné quand le personnage de Ares de Jared Leto justement va dans un des ordinateurs originaux qui appartenait à Kevin Flynn, si je me trompe pas. Ça, j'ai trouvé bien cher parce qu'encore une fois, oui, effets spéciaux, yes. Histoire, non. Ça fait que d'après moi, Tron, après cette expérience-là, on va vraiment laisser ça dans l'oubli puis passer à autre chose, ce que je vous suggère de faire aussi. Et aussi en fin de semaine, j'ai été voir le film Roofman, un film biographique basé sur un dénommé Jeffrey Manchester, si je ne me trompe pas, gars de la Caroline du Nord en Charlotte, qui est présentement en prison parce c'est quelqu'un qui a volé 45 McDonald's dans sa carrière de voleur avant de se faire pogner. Puis il volait les McDonald's en allant par le toit. Puis il faisait un trou dans le toit, puis il passait. Puis c'est sa façon de faire. C'est pour ça qu'il était appelé Roofman. À un moment donné, il se fait pogner. Et il se sauve et passe à peu près 6-7 mois caché dans un Toys R Us. Ça fait que c'est une histoire quand même, je dirais pas incroyable, mais intéressante. Puis un film quand même que je vais donner. Là aussi, je pense que je suis peut-être un peu généreux, mais je lui donne quand même un 7 sur 10 parce que il y a beaucoup de choses que j'ai aimé du film. J'ai aimé le film, en fait, majoritairement en général. J'ai aimé ça. Une des places qui m'avait un peu déçu, quoi que je m'attendais à ça, étant donné que c'est un film biographique sur un criminel, là où les trailers sortaient, on nous montrait souvent un ton un ton humoristique au film. Puis le film, c'est pas un film d'humour. Les 2-3 jokes que tu as dans le trailer, c'est les 2-3 jokes que tu as dans le film. Puis that's it. Ça veut pas dire que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est juste que c'est pas une comédie. C'est un drame biographique qui raconte l'histoire justement de Jeffrey Manchester. Un film quand même qui met en vedette Channing Tatum. C'est lui qui a une autre famille qui sonne un peu comme quand t'allumes Netflix, là. Channing Tatum, t'as aussi Kirsten Dunst et Peter Dinklage. Peter Dinklage, qu'on a connu, moi je l'ai connu avec Elf dans les années, début des années 2000. Puis aussi, le monde principalement l'a connu dans Game of Thrones. Puis moi, c'est un de mes acteurs préférés. J'adore ce qu'il fait. Dans ce film-là, il est
excellent encore une fois. On l'a vu aussi dans X-Men. Je l'avais vu, c'est quoi, Death and a Funeral, de quoi de même film, faudrait que je me rappelle, faudrait que je le fasse. Moi, c'est la première fois que je l'avais vu dans ce film-là, puis je l'avais trouvé excellent. Il avait retenu mon attention à être là avec justement sa performance, puis depuis ce temps-là, je le surveille le plus possible. Le film, justement, c'est ça. C'est vraiment l'histoire de ce personnage-là, Jeffrey Manchester. Puis la façon qu'on le raconte, quand même, je trouve que ça a été bien fait aussi. On perd pas de temps lorsqu'on n'a pas de temps à perdre, c'est parce que oui, on nous explique un peu son passé, que c'est un ancien militaire. Après l'armée, il se sent un peu perdu, puis la difficulté à faire de l'argent jusqu'à temps qu'il décide justement, un peu par désespération, décide d'aller puis commettre des crimes et voler des McDonald's jusqu'à ce qu'il se fait pogner. Et un coup qui se sauve. Là, c'est vraiment là, on centre justement sur le temps qui a resté du côté du Toys R Us parce qu'il y a un ami qui pourrait l'aider justement à sortir du pays, mais là, son ami qui lui aussi un militaire est parti en mission pour 6 mois, ça fait que là, il n'y a pas le choix de rester caché pour l'attendre, ça fait que c'est là qu'il se cache dans un Toys R Us, qui est une histoire quand même assez intéressante parce que tu te poses la question, OK, qu'est-ce qu'il a fait pour manger, qu'est-ce qu'il a fait pour se laver, c'est un film qui se passe au début des années 2000, ça fait que les caméras de magasin, ça existait, ça fait comment il a fait pour se faire pogner de ce côté-là, ça fait que le film explique tout ça, comment il a fait pour rester aussi longtemps caché dans un Toys R Us, en plus de se développer une amitié et une relation amoureuse avec une des employés du Toys R Us où il a passé beaucoup de temps avec, quand il a rencontré ses enfants, il a été là pour eux autres, il a été aussi justement souvent à l'église avec elle parce qu'elle était bien religieuse et justement tout le long du film, justement c'est ce qui est le fun, c'est justement lorsque Tron est pas capable de nous attacher émotionnellement à ces personnages-là. Avec ce film-là, on réussit. Puis même à la fin, tu sais que Jeffrey Manchester est un criminel, mais à quelque part, il n'est pas une mauvaise personne, là, même quand il est caché. Il voit qu'il y a des employés du Toys R Us, des fois, ils ont des problèmes personnels, mais ça, lui, à sa façon, aussi qu'il peut, il essaye de les aider justement pour améliorer leur situation. Ça fait que tu vois que c'est une bonne personne qui est dans une mauvaise situation. Ça fait que oui, c'est un criminel, mais en même temps, on dirait que tu veux que ça marche pour lui, tu veux que ça réussisse. Évidemment, il s'est fait pogner. À quel point le film et la réalité sont pareils et à quel point ça divague, parce qu'on sait que c'est un film de Hollywood, ça fait que c'est sûr que c'est romantisé, c'est exagéré, puis c'est embelli justement pour rendre de quoi d'intéressant, mais le film quand même, justement, de ce côté-là, pour être intéressant, réussit justement à atteindre sa marque de ce côté-là. Ça fait que c'est un film que je vous recommande, mais je vous recommanderais d'attendre que c'est sur une plateforme de streaming. Je suis sûr qu'à un moment donné, si pas cet hiver, au début de l'année prochaine, ça va être sur Netflix ou Amazon ou quoi de même. Un film qui a 32 compagnies de production indépendantes qui travaillent sur ce film-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, c'est-tu les Simpsons ou je pense que c'est peut-être Family Guy, je me rappelle plus. La famille sont au cinéma, puis là, chaque fois qu'ils pensent que le film commence, c'est la présentation d'une compagnie de production. Je me suis fait avoir comme ça. À un moment donné, il y avait assez de compagnies de production qu'on présentait au début du film. Il y a une scène qui a commencé, je dis, là, finalement, le film commence. Et non, c'est une autre compagnie de production. Ça fait bravo à A24, c'est quand je me rappelle même plus c'est qui. Il y en avait assez que, écoute, j'ai perdu c'est qui les compagnies de production, mais comme je disais, c'est quand même une bonne histoire avec des bons personnages attachants, avec une situation qui est triste par moment. Ça fait que je trouvais ça drôle que le trailer nous vendait ça un peu avec des punchs. Oui, il y a des places qui est drôle à un moment donné par le troisième acte où là, c'est comme tout après comme dégénéré à travers l'action. Il y a des moments quand même assez drôles à travers des situations un peu plus sérieuses. Encore une fois, Peter Dinklage est excellent dans son rôle, vraiment le fun. C'est un bon film, petit film assez basic. C'est pour ça que oui, je l'ai aimé. J'ai pas vraiment l'intention de le revoir. Sûr que je l'ai vu, j'ai été satisfait, je peux passer à autre chose. C'est pour ça que je me dis, si vous avez des plateformes de streaming déjà que vous payez pour déjà, au lieu d'aller au cinéma pour voir ce film-là, que le visuel est des films des plus normales, attendez qu'il soit à la télévision, puis vous allez après vous passer une bonne soirée à écouter Roofman avec Channing Tatum, Kirsten Dunst, aussi Lakeith Stanfield qui est dans Play Dirty que je vous parlais de la semaine passée. De la semaine passée, je vous disais justement, je connais pas cet acteur-là, puis là,
le vois dans 2 films en 2 semaines. Fait que je trouve ça bien rigolo. Ça fait que c'était ça pour fin de semaine, Tron Ares et aussi Roofman. Pour tous ceux et celles qui attendent que les séries sur les plateformes de streaming que vous écoutez, qui sont toutes disponibles, ben là, vous pouvez écouter maintenant la série Peacemaker, deuxième saison, qui est excellente. C'était quelque chose. La finale, j'avais vu sur Internet, puis ça, je m'attendais à ça, que ça allait de savoir. Mais moi, ça m'a bien satisfait. Je suis bien excité. Là, j'ai hâte de voir ce que ça va nous offrir avec justement Supergirl qui s'en vient l'année prochaine. Encore des bons films de DC. Ben, en fait, moi, je suis pas mal sûr qu'ils sont bons parce que James Gunn, tout de suite, là, il sait où est-ce qu'il va, il sait qu'est-ce qu'il fait. Puis c'est excitant de voir ça. C'est en Clayface qui va de l'année prochaine, 2027, Man of Tomorrow. Donc, James Gunn a confirmé que ce n'est pas Superman 2, c'est vraiment Man of Tomorrow, mais Superman va avoir quand même un rôle assez important dans ce film-là. Qu'est-ce que c'est en fait? Ben, il va falloir attendre pour savoir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Marvel, de leur côté, ben, continue justement à essayer de se ramener de leur slump, si on veut, d'annoncer ben, des choses qui s'en viennent sur Disney Plus au cours de l'année prochaine, en partant avec Wonder Man. On a eu une première bonne annonce qui va être au mois de janvier. Une série qui, la façon que ça va être connecté à l'univers Marvel, ça va être avec le personnage de Ben Kingsley dans Le Nom m'échappe, mais qu'on a vu dans Iron Man 3 et aussi dans Shang-Chi. Apparemment que la deuxième saison de Born Again pour Daredevil, ça serait au mois de mars 2026. La première saison, je dois avouer, autant que c'est pas dans la même ligue que les 3 premières saisons de Daredevil qu'on avait eu sur Netflix à l'époque. Quand même mieux à ce que je m'attendais parce que chez certains gros mess, ils ont changé les writers, ils ont changé les directeurs, ils ont refilmé beaucoup de scènes, ils ont comme vraiment travaillé sur ce série-là, puis ça a été un mess, mais finalement, ça n'a pas paru tant que ça. Côté d'animation, X-Men 97, deuxième saison s'en vient en 2026 avec la troisième qui a déjà été confirmée, et aussi Your Friendly Neighborhood Spider-Man, deuxième saison qui devrait être à quelque part à l'automne de l'année prochaine. Donc, il y a des bonnes choses. En fait, j'espère que c'est des bonnes choses. Au moins des choses intéressantes qui s'en viennent du côté de Disney Plus pour 2026. Pour aussi une couple de semaines passées, on a eu l'annonce pour Mandalorian et Grogu, le film qui va être au mois de mai, je pense, au cinéma, qui pourrait être intéressant. 3 saisons de Mandalorian qui étaient excellentes. Et je finis ça en parlant de Diane Keaton qu'on a appris justement en fin de semaine, qu'elle est malheureusement décédée à l'âge de 79 ans. Actrice légendaire qui a joué dans plein de films et qui n'a aucun lien avec Michael Keaton. En passant, Michael Keaton, qui est un nom qu'il a inventé. Mais Diane Keaton, on n'a pas su la cause de son décès, mais quand même décédé à l'âge de 79 ans. Donc, Diane, je repose en paix. Et moi, je vous reparle la semaine prochaine. Possiblement encore 2 autres films, parce qu'il y a 2 autres films qui m'intéressent. Black Phone 2, que j'ai vraiment hâte de voir, mais je suis bien stressé. Pourquoi je suis stressé pour ce film-là? Je vous en parle la semaine prochaine. Et si j'ai le temps, je vais aller voir Good Fortune, un film avec Aziz Ansari et aussi Seth Rogen et Keanu Reeves. Ça a l'air intéressant. Ma femme est intéressée de le voir. Ça a l'air d'une bonne comédie de ce qu'on a vu. Ça fait que poursuivre Black Phone 2 la semaine prochaine et si j'ai le temps, Good Fortune as well. Ça fait qu'on s'en parle la semaine prochaine.